On va parler des enjeux économiques du recensement général au Togo avec notre cher invité King Dodjro, consultant et expert en structuration économique et financière. Bonjour King, vous allez bien? Bonjour cher ami Michel, Dieu veille toujours sur King. Allez, on parlait des recensements général de la population et de l'habitat qui a ouvert ses portes, c'était le 23 octobre dernier et qui va refermer les mêmes portes le 12 novembre à venir. On va avec vous, King Dodjro, parler des aspects économiques, des enjeux justement économiques de ce recensement, mais bien avant, on va suivre cet élément réalisé par la rédaction Info de New World TV. Munis d'un sac au dos et d'une tablette, ces agents recenseurs s'apprêtent à nous faire vivre leur quotidien. Ils ont traversé la ville pour rejoindre leur zone de dénombrement au quartier Tocoin, Casablanca. Pour la première maison qu'ils attaquent ce matin, l'accueil est enviable. Par contre, à la seconde porte, les choses n'ont pas été faciles. Mais ces agents sont préparés à la mission, comme les quelques 1600 recenseurs déployés sur le terrain pour le 5e recensement général de la population et de l'habitat. Ces agents de terrain ont bénéficié d'une formation qui a permis de les outiller sur l'ensemble des manuels et questionnaires. Ces agents vont parcourir tout le territoire national pour relever le nombre de personnes vivant dans le pays ainsi que leurs caractéristiques socio-démographiques et économiques. À travers ce recensement organisé du 23 octobre au 12 novembre 2022 avec la Banque mondiale et l'UNFPA, le Togo entend disposer des informations à des fins de planification et de gestion des programmes dans le but de réduire la pauvreté. Avoir des données désagrégées au plus fin niveau des communes, des préfectures, est un exercice que chaque pays doit mener pour enfin fournir le soutien nécessaire au gouvernement afin de pouvoir faire la planification qui est prévue pour le pays, aussi bien au niveau de la planification territoriale, mais aussi pour tout ce qui concerne les besoins de la population. Ce 5e recensement est coordonné par l'Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques. Le budget réservé à l'opération s'élève à plus d'1,6 milliard de francs CFA. Alors on revient avec notre invité King Dodjro. Vous avez entendu les chiffres dégagés par Helmut Pinto de la rédaction Info de New World TV. Alors quels sont les enjeux économiques de ce recensement? On commence par où, King Dodjro? D'abord, il faut retenir ce principe économique qui dit qu'il n'y a de richesse que d'hommes. Et si on adhère à ce principe, cela revient à dire que le gouvernement a l'obligation, une mission primordiale de continuellement recenser, dénombrer la population existant sur son territoire d'administration. Alors, pourquoi? Parce que ça permet bien évidemment d'évaluer le potentiel de création de richesse de sa population. Quand on prend le besoin individuellement de citoyens dans un pays multiplié par le nombre de citoyens vivant sur un territoire, on est en mesure d'élaborer une planification sur le plan sécuritaire qui commence ceci, sans toutefois tout en rappelant que l'une des missions régaliennes d'un État, c'est la sécurité des personnes dans un premier temps. Pour garantir cette sécurité des personnes, il faut donc connaître leurs besoins en matière de sécurité. Et pour connaître leurs besoins en matière de sécurité, il faut connaître leur nombre. Donc le nombre, pour construire par exemple des commissariats, ça suit des logiques. Des logiques de programmation qui dit nous voudrons pour notre plan sécuritaire, pour 10 000 habitants, nous allons construire un poste de sécurité, un poste de police ou de gendarmerie couplé, par exemple. Et quand vous connaissez le nombre total de la population, vous avez des éléments fiables pour faire donc la planification pour la sécurité des biens, des personnes. Et également, on peut inclure directement aussi des biens.
Mais si on ne connaît pas le nombre d'habitants sur le territoire, il serait très difficile de répondre aux besoins de sécurité. Parce que au lieu d'avoir peut-être un poste de police pour 5000 habitants, on risque d'avoir un poste de police pour 20 000 habitants. Parce qu'on ne connaît pas combien de personnes qui habitent dans une localité donnée. Alors que quand vous imaginez la tâche des policiers, quand ils sont face à une population qui dépasse leur capacité de contrôle et de maîtrise de situation, c'est très compliqué et ça crée donc l'insécurité dans des endroits où il n'y a pas, par exemple, de poste de sécurité. 2. Il faut connaître le nombre de personnes qui habitent. C'est pourquoi j'aime très bien l'appellation dénombrement de la population de l'habitat. Ça permet également à l'État, avec ce dénombrement de l'habitat, de savoir mesurer sa capacité à desservir la population en termes de services concédés. Je m'explique. Quand on connaît, par exemple, dans un quartier, le nombre d'habitations qu'on a, on peut également savoir quelle est la capacité, quel est le bilan énergétique, par exemple, de ce quartier. Quand on connaît également la population d'un quartier ou d'une localité, on peut également estimer leurs besoins, quelle est la pression d'eau qu'il faut envoyer dans ce quartier. Donc ça permet bien à l'État d'offrir un service fiable en termes de services concédés à la population. Il n'y a de richesse que d'hommes. On rappelle toujours, quand mieux on connaît la population, mieux on peut faire des prévisions budgétaires, on peut faire des prévisions en termes de recettes fiscales. Savoir que nous avons 10 millions sur le territoire, sachez que c'est quand on fait l'élaboration des besoins de 8 millions de personnes, c'est différent de quand il s'agit de 10 millions de personnes. Dans les 10 millions de personnes, autant qu'ils ont des besoins, autant ces personnes sont également des acteurs économiques. De par leurs besoins en consommation, ils vont solliciter le marché pour satisfaire leurs besoins. Donc ça permet également à l'État de faire la planification de comment, par exemple, construire des marchés et autres. Ce dénombrement permet également à l'État de savoir quel est le besoin de la population en matière santé. Si dans le plan du gouvernement, il dit, je veux pour chaque localité de 2000 personnes, il me faut un dispensaire. Avec ce dénombrement, l'État revoit effectivement son besoin en termes d'unités de soins de proximité qu'il faut donc doter de la population. Mais s'il n'y a pas ce dénombrement, l'État ne peut pas revoir ses calculs de base ou bien ne peut pas revoir donc son action de développement qui s'inscrit dans sa mission régalienne après la collecte donc des impôts. Donc ce recensement a pour but également de conforter l'État et se rassurer de sa capacité à partir donc de la population en termes de ressources, en termes de création de richesse, en termes également de ressources et en termes de contribuables. Donc ça permet à l'État de savoir également quelle politique économique qu'il faut mettre en place pour booster donc la créativité ou la création de richesse au niveau de la population. Si hier, le besoin en financement ne s'adressait qu'à 8 millions de personnes et que tous les efforts que l'État fait en termes d'accompagnement à travers les différents instruments que l'État a mis en place étaient limités à couvrir le besoin de 8 millions de personnes. Avec ce recensement, l'État va revoir donc réviser donc ses prévisions et réévaluer donc son engagement financier dans le but de soutenir donc la population qui devra donc en retour créer de la richesse et garantir donc l'augmentation de l'assiette fiscale de l'État. Donc voilà ce qu'il faut noter de façon ramassée sur la pertinence même du recensement. C'est pourquoi vous allez voir que dans les pays à économie forte, le recensement se fait de façon systématique. De sorte que ce n'est même plus une question d'attendre 5 ans avant de le faire parce que c'est des données qui sont très importantes
Très utile. Oui, très, très, très important pour tout ce qui est prise de décision des gouvernants. Mais je crois que c'est une question de capacité financière de nos États africains qui fait que ils ont opté pour des recensements dans des périodes espacées. Je pense entre 5 et 10 ans. Si j'ai bon c'est 10 ans. C'est 10 ans, ok. C'est pour 10 ans. que c'est Covid-19. Ok, là on l'a repoussé. Donc je pense qu'aujourd'hui, avec ce nouveau recensement, vous allez voir qu'il y aura une nouvelle politique de développement sur tous les plans. Il y aura beaucoup de réformes parce que l'État va être en phase avec le besoin réel de la population. Et sur tous les plans, il y aura des réglages. Vous allez voir que ça va aider tout le monde en ce moment. Allez, on parle, King Dodjoro, de 8 milliards de francs CFA. C'est le coût global autour de l'opération là. Alors, il y a des partenaires également derrière l'opération. Le Togo donne une partie et les partenaires donnent également quelque chose. Vous n'aimez pas trop cela. Qu'est-ce que cela peut avoir comme répercussion? Non, la notion de don, moi je ne suis pas trop partisan de don. De toute manière, il n'y a pas de gratuit. Il y a quelqu'un qui paye toujours. Hein. Le gratuit n'existe pas. Donc on va payer plus tard. Quelqu'un paye toujours. Doute, ouais. Quelqu'un paye toujours. Il n'y a pas de gratuité. Donc de toute manière. Et ce qui est intéressant, c'est que ce recensement vient donc confronter l'État en termes de projection économique. En fait, vous allez voir que les années à venir, le Togo va connaître une amélioration de son économie. Il y aura une croissance, vous allez comprendre, avec ce recensement. Vous allez voir que le PIB va augmenter par rapport à ce que nous connaissons aujourd'hui. Donc, ok, in fine, vous allez voir que même les 8 milliards engagés, il y a un plan de retour sur investissement, je crois bien, qui soutient cela par derrière, pour dire si nous dégageons 8 milliards pour faire cette opération en 5 ans, voilà ce que cela nous garantit en termes de retour sur investissement. Je sais bien, je suis convaincu qu'il y a tous ces calculs derrière, ce besoin de recenser dont le montant est autour de 8 milliards, qui a permis aujourd'hui de faire ce déploiement sur le terrain et avoir des données fiables sur la population existante sur le territoire togolais, qui est très important. Et même nous sommes dans une période d'insécurité grandissante avec l'évolution le terrorisme. Il faut vraiment dénombrer la population togolaise pour savoir qui est-ce qui vit sur notre territoire. Et où précisément? Bien sûr, et où effectivement précisément. Alors, ces données, apparemment, ces partenaires, surtout économiques, ont aussi besoin de cela pour éventuellement aider le Togo dans ses actions de développement. Bien sûr. Vous savez, les institutions affiliées à l'ONU, ou les organismes affiliés à l'ONU, utilisent beaucoup ces données pour faire effectivement leur programmation, leur budget d'aide à l'État, à chaque État. Donc, par exemple, quand ils connaissent la population exacte aujourd'hui, ils révisent leur enveloppe en termes d'aide pour lutter contre certaines pathologies, par exemple. Les organisations qui opèrent dans le domaine santé vont revoir leur enveloppe pour le pays, ainsi de suite. Et chaque acteur, chaque partenaire de développement revise donc son enveloppe vis-à-vis du pays sur la base donc de ces nouvelles données démographiques qui leur seront mises à disposition. C'est pourquoi ils participent financièrement à réaliser ces données, parce que c'est ça qui leur permet d'être à peu près en phase avec la réalité démographique du pays. Alors, ces informations ont quand même des objectifs. Le reportage de Helmut Pinto l'a précisé. La planification et le développement, qui parle de planification et de développement, parle également du côté pécunier. Et King Dodjoro, quand on prend le cas du Togo, alors le Togo précisément, on a besoin de quoi en matière de finances pour développer son économie? Et ça, vous devez vous référer sans doute à l'économie du Togo. Oui, et déjà, il faut quand même évoquer la faible participation des banques locales à l'économie, qui représente 40% de besoins de financement de l'économie locale. Et normalement, c'est des situations qui ne garantissent pas une forte création de richesse à l'interne par les citoyens. Et il faut qu'à ce moment, on renverse donc la tendance que les banques financent davantage l'économie locale, même à 100%, pourquoi pas, pour pouvoir pour renforcer la dynamique de création
de richesse. C'est le moins de consommer local, par exemple. Si les banques financent à 100% l'économie locale, et vous allez voir que nous allons produire davantage ce que nous consommons. Et ça, c'est l'État qui gagne en fine en termes de collecte de recettes fiscales. Alors, la planification et le développement, c'est à l'État d'être sans doute devant, ça on le sait, avec les moyens qu'il a. Bien évidemment, l'État, à partir des recettes fiscales qu'il collecte, planifie donc l'usage de ces fonds pour améliorer les conditions de vie de la population. La première des conditions, c'est que l'État doit garantir la sécurité des populations pour qu'elles vaquent librement à ses occupations économiques et consorts. S'il n'y a pas de sécurité, il est quasi impossible que vous allez vaquer à vos occupations. Donc ça, c'est ce qui coûte cher à l'État, la sécurité. Après la sécurité, l'État s'investit énormément à ouvrir des voies pour que la circulation soit facile d'un point A à un point B, pour que vous puissiez commercer, définir des routes commerciales. On peut dire Lomé-Kpalibé, c'est la route des avocats, par exemple. Développer des routes commerciales, de nouvelles routes commerciales, ouvrir donc le marché local, interconnecter les marchés dans le pays pour faciliter une croissance économique interne. En ce moment, également, les banques seraient prêtes à accompagner par derrière les acteurs de l'économie à tous les niveaux, parce qu'il y a une fluidité routière, il y a l'accès à toutes les localités aussi facilement. Donc l'État investit une bonne partie également de ses recettes fiscales dans le développement du réseau routier. En plus de cela, vous savez, l'insécurité est favorisée en partie par le noir, l'obscurité. Et donc l'État s'investit aussi à éclairer les voies publiques et à apporter de l'électricité dans les coins reculés pour que même la nuit vous soyez en sécurité quand vous transportez vos marchandises d'un point A à un point B, que vous ne soyez inquiétés vous ne soyez inquiétés aucunement pas. Donc vous voyez, l'État utilise ses recettes pour pouvoir renforcer l'environnement en termes de sécurité pour que les citoyens puissent faire leur part. Vous savez que l'État vit des activités que mènent, des activités économiques que mènent les citoyens. Si les citoyens ne sont pas en sécurité, ne mènent pas d'activité à cause de l'insécurité, l'État n'aura pas de recettes fiscales in fine. Donc l'État garantit en amont les conditions permettant aux citoyens de vaquer librement à leurs occupations pour qu'enfin ils puissent jouir son droit de contrepartie qui est la collecte des droits fiscaux et douaniers. Alors, parlant justement de sécurité, cela passe également par le financement des projets dans des zones en danger, surtout en ces temps de terrorisme. On l'a vu avec tout ce que l'État est en train de faire au nord du Togo, dans la zone d'Apaon, où l'État craint véritablement que les groupes terroristes ou djihadistes ne viennent dénicher des jeunes pour aller combattre à leur côté. Oui, quand l'État dénombre la population aujourd'hui, il revoit sa politique d'aide à la population, renforcer effectivement leur capacité à créer de la richesse. Ça va, plus les jeunes gens dans ces zones sont occupés à des activités champêtres parce qu'ils ont les moyens d'acheter des intrants, ils ont les moyens d'acheter des tracteurs pour pouvoir booster leur production, moins ils seront enclins à être recrutés par qui que ce soit pour faire des sales besoins. Donc, bien évidemment, vous allez voir que l'État concentre beaucoup de moyens aujourd'hui vers le nord pour renforcer sa présence sur le plan sécuritaire et mener beaucoup d'actions pour occuper, beaucoup d'actions qui visent à occuper donc la population sur le plan économique. Alors, c'est l'un des moyens pour réduire donc ce risque permanent sur lequel pèsent tous les pays du Sahel aujourd'hui. Il faut donc trouver des solutions au maximum qui visent à garantir un taux d'occupation plus élevé aux jeunes des milieux ruraux qui sont beaucoup victimes des recrutements. Alors, selon vous, quels projets peuvent occuper
projets économiques surtout peuvent occuper les jeunes en ces temps d'insécurité totale? Oh non, je pense que notre pays fait beaucoup d'efforts déjà. Déjà, vous voyez comment l'enthousiasme avec lequel le programme de recensement est élaboré malgré les difficultés financières, malgré les crises financières que nous traversons. C'est osé, c'est vraiment ambitieux. C'est pour renforcer effectivement son projet de développement dans ces localités, dans les localités les plus reculées, mais dans tout le territoire, pour réduire donc le risque de recrutement des jeunes désœuvrés dans les mouvements d'extrémisme violent. Donc, nous avons déjà un programme très viable en termes d'accompagnement des localités. Et ces programmes, aujourd'hui, vont être donc renforcés par le dénombrement de la population, parce qu'ils vont reviser donc les besoins. Et ce qu'il faut noter, c'est que ce n'est pas l'État qui crée la richesse, c'est le citoyen qui crée la richesse. L'État favorise seulement les conditions les mieux et les meilleures pour que les citoyens puissent créer de la richesse. Donc c'est ce que l'État fait. Garantir la sécurité d'abord est sa mission régalienne première, qui permet donc aux citoyens de créer de la richesse. Vous imaginez un instant que les cultivateurs qui sont dans ces zones ne peuvent pas aller au champ parce que les djihadistes ont envahi les lieux. Comment est-ce qu'il peut créer de la richesse? Nous allons manquer du sorgho, du mil. Donc l'État, tout ça part, c'est de renforcer la sécurité dans ces zones pour que les citoyens puissent vaquer à leurs occupations, pour que nos paysans puissent aller au champ. Et c'est ce que l'État fait, et c'est ce qui est louable d'ailleurs. C'est sa mission. En dehors de ça, l'État n'a pas d'autre chose à faire, si ne renforcer la sécurité pour que nous puissions nous lever à 2 h du matin et aller dans un autre village sans nous inquiéter. Mais si la sécurité n'est pas renforcée, même à 6 h, vous ne pouvez pas quitter votre maison. Vous allez attendre jusqu'à 7 h que le soleil sorte vraiment avant de sortir de chez vous. Et vous allez perdre les rendez-vous d'affaires. Donc, l'État, sa mission pour soutenir le développement économique est de rassurer, de garantir la sécurité des personnes et des biens circulant sur son territoire. Un autre aspect, les agents qui sont sur le terrain seront rémunérés et donc cela va sans doute impacter leur famille. Oui, bon, c'est des emplois temporaires, bien sûr. Ce sont des emplois temporaires. Et n'oubliez pas que c'est quand même un peu des fonds très importants qui sont injectés ainsi dans la population en ce moment où nous vivons de véritables crises financières où les prix, le prix à la consommation a triplé, voire quadruplé. Donc beaucoup de familles vont être soulagées à travers ce programme de recensement qui ne dure qu'un peu de temps, mais ça va créer de joie dans les familles dont les parents sont membres de cette équipe de recensement. Alors, on peut parler également des impacts en ces temps très difficiles après Covid-19 et puis l'opération spéciale pour les gens, guerre pour les autres en Ukraine. Alors, temps difficile pour l'État togolais qui met plus d'1 milliard. Ça va être dur pour la suite dans la gouvernance économique, je veux dire. Oh non, écoutez, l'État c'est quand même une machine de planification. Hein. C'est pas un désœuvré. Donc c'est une machine de planification. Si l'État l'a fait maintenant, c'est parce que c'est bien planifié, c'est budgétisé en avant. Ils savent qu'on peut supporter et c'est pourquoi ils l'ont engagé. Donc c'est déjà prévu dans le poste budgétaire. Donc il faut pas. Et ça, ce n'est pas. Il ne se lève pas d'un coup pour le faire. Il y a un compte qui est provisionné pour ça sur une période qui permet d'engager donc ces dépenses. Donc c'est pas quelque chose qui va impacter le fonctionnement normal de l'État. Alors le dernier recensement de la population et de l'habitat, c'était en 2010 précisément, 12 ans plus tard. Vous avez proposé tout à l'heure que cela se fasse même tous les 5 ans pour pouvoir permettre à l'État de planifier ses actions de développement. Non, je n'ai pas proposé. Je pensais que c'était 5 ans. Parce que dans d'autres pays, c'est 5 ans. Ouais, c'est 10 ans. Hein. Oui, ici au Togo, c'est 10 ans. Je disais plutôt que dans des pays, dans certains pays, c'est automatisé, même c'est systématique. C'est des données. Vous savez, le recensement vient conforter les données d'une composante du fichier national, en fait. Qui est sur la population. Donc,
beaucoup de pays en Europe, aux États-Unis, optent pour des données synchronisées et automatiques. De sorte que quand la personne naît, elle s'ajoute, quand la personne meurt, sort directement du système. C'est pourquoi on ne parle plus de recensement général dans certains pays, parce qu'ils ont réussi à automatiser les bases de données qui permettent d'avoir toujours des données réelles sur l'évolution, le suivi et l'évolution de la population, qui permet également de faciliter la prise de décision quotidiennement en temps de crise. Quand Covid est arrivé, vous allez voir comment les pays européens réagissaient, parce qu'ils connaissaient systématiquement le nombre de morts, et puis ils faisaient des ajustements en même temps au niveau de la population, parce que les données étaient en temps réel à cause de l'automatisation du fichier national qui regroupe beaucoup de composantes pour la gestion même de la chose de l'État. Merci beaucoup à vous, King Dodjuro. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur ce plateau avec vous. On a parlé du Togo et surtout des enjeux économiques du recensement général. Alors, vous êtes consultant et expert en structuration économique et financière. Infini merci, King. Je vous en prie, merci à vous aussi. Allez, on marque la pause pour le journal. Et derrière, on reçoit nos invités pour Regard Croisé.